Et nous alors ? Et nous alors ? Eh oui, Et nous alors, c'est un podcast sur des sujets sous-cotés dont on entend peu parler. Des thèmes qui ont leur place dans la lumière et des témoignages de personnes voulant faire entendre leur voix. L'occasion de déconstruire certaines idées reçues et casser quelques tabous. Avis aux curieux, tendez l'oreille. Tout le monde peut-il être artiste ? Moi en tout cas, très peu probable. Je maîtrise que le dessin des nuages et potentiellement un soleil aux rayons assez discutable. Le talent, le travail et la créativité suffisent-ils à faire de l'art son métier ? Ben Saner nous parle aujourd'hui de sa vie d'artiste et comment il en est arrivé à vivre de son art. Salut Ben ! Salut. Je suis contente de te recevoir. Bah oui, moi aussi. Je vais commencer par la petite anecdote qui est qu'en fait, tu es la personne qui a créé mon logo. Ah oui, Donc, exact. Accessoirement. Exact. C'est Donc, vrai. du coup, voilà. C'est vrai. Je t'en remercie et puis c'est la bonne occasion pour Carrément. parler de ce sujet avec toi. Par contre, les sauces piquantes, il n'y a pas les sauces piquantes ? C'est pas l'émission où on mange des sauces piquantes ? Non, mais j'aurais merde. adoré parce que je suis sûre que je peux aller très loin à ce jeu-là. Ah merde, j'ai pas percé alors si c'est pas l'émission avec les trucs. Non. Du coup, merci d'être là. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que on est, du verbe naître, artiste ? Est-ce qu'on est artiste ? Alors, je suis pas sorti avec un crayon, apparemment. Est-ce qu'on est artiste ? Non, je pense... Bah, c'est tous les trucs innés, quoi. Tu sais, tu peux pas trop savoir. Mais je pense qu'il y a une direction qui est déjà prise par la manière dont tu grandis, les trucs que tu vois, etc., quoi. Enfin, le truc typique. Et c'est vrai que moi, j'ai commencé à dessiner rapidement. Je pense pas qu'on... Non, c'est vraiment un truc qui vient en faisant, quoi. Oui, Ouais. à force de faire. Et puis, finalement, il y a le talent qu'on dit inné, mais est-ce qu'il n'y a Ouais. pas aussi beaucoup de travail quand même derrière ? Alors, au début, non. Au début, il n'y a pas de travail puisque tu t'aimes dessiner. Tu vois, tu dessines, t'aimes dessiner. Tu as les copains dans la classe qui te disent « Ah, vas-y, fais-moi un Dragon Ball et tout. » Donc, tu fais ça parce que tu es celui de la classe qui sait dessiner, quoi. Là, on met la lumière sur la génération, du coup. Dessine-moi un Dragon Ball. C'est ça. Ouais. Et oui, 40 ans, Dragon Ball. Et du coup, t'es un peu celui qui sait dessiner. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y avait un mec qui dessinait mieux que moi encore Mais non. dans la classe, qui est arrivé un peu après, tu vois, en CM1, alors que nous, on était là. J'étais un peu jaloux. Non, c'est faux. Et j'ai encore un dessin de lui à la maison, parce que j'ai quasiment tous les dessins de cette époque-là chez ma mère. Waouh, ça peut valoir de l'or ? Non, je crois pas. Jamais. Et ouais, tu étais un peu celui qui s'est dessiné, et donc tu continues, tu vois. C'est comme si, je sais pas, moi, dans la classe, il y a quelqu'un qui sait chanter, et puis en fait, tu sais pas pourquoi elle sait chanter, elle non plus, elle sait pas pourquoi, ou lui. Et moi, je savais pas pourquoi je savais mieux dessiner que les autres, c'est juste que c'était mon truc. Ouais. Voilà. Mais c'est marrant que tu cites l'exemple du chant aussi. En fait, j'ai l'impression que la plupart des parcours artistiques, etc., ça nous fait peur parce qu'on se dit justement que c'est typiquement le genre de métier dans lequel c'est compliqué de percer et avec lesquels on a du mal à s'imaginer en faire un métier. Et donc, sur ton parcours, est-ce que toi, donc, parce que tu as vu que tu avais des facilités avec le dessin et que tu aimais faire ça, tu as suivi des études dans ce sens-là ou pour te dire, allez, moi, ça va devenir vraiment une vocation ou est-ce que ça s'est présenté comme ça ? Alors, non, ça s'est pas présenté comme ça. Alors déjà, je sais pas si les auditeurs ont compris que ma passion, c'était le dessin et être artiste. Donc, non, en fait, moi, quand j'étais petit, j'étais passionné par les baleines et je voulais être océanographe. J'ai cru que tu allais dire je voulais être baleine. Compliqué. Et moi, je m'étais dit, ma vie, ça va être, je vais avoir une barbe, je vais avoir un bonnet, je vais être sur un zodiaque et je vais voir les baleines et je vais les étudier et tout ça. Et donc, moi, j'étais parti là-dedans et je voulais faire ça. Collège, je m'étais dit, je vais en S après quand je vais être au lycée et je veux faire ça. Sauf que, arrivé en 6e, je rencontre 2 crétins aussi bêtes que moi, qui sont encore mes potes maintenant. Et on se met à faire des dessins, à faire des BD, à faire tout un tas de trucs. Et en fait, ça devient plus... la passion augmente, tu vois, et là, je recopie plus les trucs que je faisais quand j'étais à l'école primaire. On commence à dessiner nos trucs, etc.
Tu trouves ta patte un peu? Bon, non, pas encore. Ah. Bah, vraiment, là, Oui, moi, là, on est encore avant. Ouais, on est avant. On dessine, on recopie des trucs en faisant des mangas, des faux mangas ou des trucs comme ça. Et après arrive le choix d'orientation pour la seconde. Et il y avait art appliqué au lycée Mistral. Et je dis, tiens, je vais aller faire art appliqué. Fini la science et tout ça. Et j'ai pas été pris. Mais non. Voilà. Ah, J'ai pas été pris. je savais même pas qu'il y avait une sélection. Et si, il y J'avais avait tous une mes copains en sélection. art appliqué, moi. C'est vrai. Ouais, je savais pas que c'était Sélection. Et donc, je vais faire ES. Ouais, on est loin des baleines et On est et de loin des l'art. baleines, on est loin de l'art, on est loin de tout ça. Et par chance, pour la première, il y a 3 places qui s'ouvrent en art appliqué. Et donc, un de mes potes qui était aussi avec moi en 6e, donc, avec qui on a commencé à dessiner, et tous les deux, on se retrouve à être pris et à commencer directement en première. Mais d'ailleurs, puisque c'était sur sélection, il y a quoi dans ce dossier pour intégrer les arts appliqués? Est-ce que tu as mis des dessins à toi? J'avais mis des dessins à moi, mais comme je faisais de la BD, ils ont dit « non, pas lui ». Mais ça t'a fait de la peine? Est-ce que c'est un peu la première forme de rejet qu'on a pu faire vis-à-vis de ce que tu crées ou... Non, je crois que ça m'a rien fait du tout. D'accord, tant Non, mieux. Ouais. Tant mieux, tant mieux. C'était pas encore le truc qu'on peut ressentir. Ça marche pas. Il n'y avait pas de ça marche pas, puisqu'il n'y avait pas de. Il y avait pas de même ça marche, quoi. Tu vois, il y avait rien de lancé. Oui, oui. Tu Donc, faisais ce que tu aimais, mais tu n'étais pas à ce moment-là encore dans la perspective d'en faire un métier, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Et je me rappelle un truc, j'en ai reparlé à mon père il n'y a pas longtemps. On était allé dans un festival de BD et j'avais montré des dessins, je crois, à quelqu'un. Je me rappelle même plus qui c'est. Et qui m'avait dit, il faut que tu persévères. Et mon père leur avait dit, lui mettez pas de ces idées dans la tête. Je l'ai dit à mon père il n'y a pas longtemps, il s'en rappelle plus. Mais moi, je m'en rappelle, ça t'a marqué. Ça m'avait marqué, ouais. Ouais. Et donc, du coup, tu fais ce cursus scolaire quand même qui a rapport avec l'art. Ouais, et en sortant de l'art appliqué, tu restes encore là-dedans ou... Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu que des mauvaises notes en art appliqué. Ce qui m'a sauvé, c'est le français, les maths, la physique, la bio et tous les trucs que je voulais faire au début, tu vois, océanographe et tout. Enfin, tous les trucs scientifiques, j'avais eu des bonnes notes. Et le truc, je sais plus, coefficient 20 milliards, j'avais eu 9, tu vois. Le truc, la grande matière d'art appliqué. Et après, donc, il faut choisir où tu vas. Donc, tu as 17 piges et on te dit, tu vas faire quoi l'année prochaine? Alors, moi, j'avais pas envie d'aller dans un BTS, j'avais pas envie de refaire des études. Ouais. Et donc, je suis allé aux Beaux-Arts à Marseille. Je suis allé aux Beaux-Arts à Marseille, j'ai fait passer le concours à Saint-Étienne aussi. Et j'ai été pris aux 2 et je suis allé à Marseille. Ok. Donc, voilà. cette fois, tu as été pris. J'ai été pris et j'ai passé 3 ans là-bas. C'était nul. C'était nul à chier. Ça mérite d'être clair. Ah ouais, c'était naze. Première année, j'ai eu l'impression de régresser mentalement, de plus du tout... En fait, j'étais trop jeune, j'avais 18 du coup. Et à 18 ans, quand tu arrives aux Beaux-Arts, alors, dans ta classe, tu as des mecs qui ont 25, 26, qui ont repris des cursus, des trucs et tout ça. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour, j'étais arrivé, mais avec tout. C'est le carton à dessin rempli de feuilles, la boîte avec tout plein de trucs pour dessiner. Et le prof qui arrive à 11h avec son café. Ça va les jeunes? T'es là, bon. Ok. Et donc, j'étais pas prêt, quoi. Ouais, c'est pas l'image que t'avais d'étudier l'art, en fait. Ouais, c'était assez bizarre. C'était à la Marseillaise, quoi. T'arrives à 11h, tu pars à 15h. Et t'en ressors avec un diplôme, quelque chose? Ouais, j'ai un diplôme, alors que j'ai raté une première fois. Et que j'ai eu l'année d'après en candidat libre, alors que j'étais facteur en même temps. Ah d'accord, t'as été facteur en même temps. J'ai été facteur à Lyon. Pour payer les factures. Pour payer les factures, ouais. C'est un jeu de mots? J'ai trouvé ça plutôt pas mal, ouais. Ouais, et du coup, je l'ai eu après, on doit être en 2006, je crois. Et donc, après ton diplôme et le métier de facteur, t'as travaillé dans d'autres domaines avant de faire de l'art ton métier principal? J'ai fait des boulots à la con pendant 10 ans après. D'accord. Que des trucs de merde. Bah, on va dire des jobs alimentaires plutôt, parce que c'est vrai qu'après... Non, des trucs de merde. Ah, à ce point-là. Ouais. Okay. Beaucoup d'intérim, énormément d'intérim, énormément de transportage de palettes, de nettoyage de grilles pleines de graisse, trucs comme ça, quoi.
Mon but, c'était... Alors, j'ai eu mon diplôme. Les Beaux-Arts ne te préparent pas du tout à l'après. À l'après. J'avais, je sais pas, 22, 23 ans. Je savais pas quoi faire. Donc, et moi, ce que je voulais faire, c'était faire un tour du monde. C'était mon rêve, faire un tour du monde. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait après, ouais. Et du coup, je mettais des sous de côté. Donc, j'étais chez ma mère. Je mettais des sous de côté, je partais en voyage. Je revenais, je partais en voyage. Mais, et c'est là où on va arriver à la passion et au truc c'est que depuis tout petit, j'adore créer des trucs, des machins. J'adore coller des trucs au pistolet à colle, faire des maquettes, faire tout un tas de bêtises. Et j'ai toujours eu ça. Et là, c'est l'époque où je fais de la musique à ce moment-là. Je fais énormément de musique. Donc j'ai des groupes, je pars en tournée, je reviens. Alors là, je mets... Tournée, ouais, entre guillemets. Voilà, tu n'es pas Beyoncé, tu je mets n'as un spoiler pas fait à tous les gens qui écoutent, à tous nos le Stade auditeurs. de France, non. Je jouais dans des squats partout en Europe. Je faisais du métal extrême et on me faisait 10 000 bornes pour jouer devant 3 gars. Voilà. Ouais, mais ça a dû être de belles expériences. Ouais, c'était vraiment drôle. Donc ça, et après, je monte un label, spoiler, un label de cassettes et de CD que je gravais à la main. Voilà, donc pour tous les auditeurs de moins de 20 ans, les cassettes audio, les cassettes, c'est un peu l'ancêtre du CD. Et donc là, je suis dans la musique expérimentale et ce que j'adore, c'est faire les pochettes, faire les objets, découper les trucs, les coller et tout ça. Les vendre, c'est moins mon truc. Mais du coup, je passe tout ce temps à créer des trucs, quoi. Tu vois, il faut que je crée des trucs, il faut que je fasse des trucs. Il faut que la création. Il faut que ça crée, quoi. Et c'est là que ça commence à être frustrant. Parce que je fais des boulots à côté qui sont vraiment merdiques. Et je rentre le soir et je fais mes trucs. Et puis le matin, je repars à ces machins-là. Et puis après, voilà. Et à un moment, je tombe sur un boulot. C'était à Arles. Je scanne et je numérise des archives. Et donc, je fais ça. Et puis quand je rentre le soir, je fais mes trucs, etc. Et il me propose un CDI. Donc, je signe le CDI. Mais tout le temps en rentrant le soir et en étant frustré d'avoir que 2-3 heures pour faire les trucs que j'ai envie de faire, quoi. Donc en 2012, je me remets à dessiner pour un projet et j'avais pas redessiné depuis 2006, du coup, sortie des Beaux-Arts. Et je dessine. Et puis là, vraiment, je sens que le boulot où je suis, là, c'est plus possible. Alors, tu viens de sortir ton deuxième podcast sur la reconversion professionnelle et ça m'a beaucoup parlé. Moi, c'est pas vraiment une reconversion professionnelle parce qu'il n'y avait pas de conversion, parce que je faisais un boulot de merde qui ne me plaisait pas du tout. Et donc là, c'est plutôt un grand saut dans le vide. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être 10 ans en retard sur ma décennie. J'ai commencé à travailler à 30 ans quand mes potes commençaient à travailler à 20 ans. Et tout ça, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir... Ouais, mais finalement, est-ce qu'il y a vraiment des règles ? Je sais qu'il y a des codes, mais est-ce qu'il y a vraiment des règles ? Non, il n'y a pas de règles. Je comprends ce que tu veux dire et je le partage du coup, dans certains... J'ai l'impression d'être toujours en décalage. Ouais, je comprends. Et donc, je suis dans ce boulot-là. Par chance, un grand merci au directeur de la boîte où j'étais qui a mis tout le monde... au licenciement économique parce qu'il avait tout pris la caisse et qu'il s'était barré en gros. Oh waouh. Mais du coup, quand tu es licencié économique, tu as droit pendant 1 an d'avoir ton salaire. Oui, donc ça te laisse le temps de rebondir. Ça te laisse le temps de voir. Et donc c'est l'année où ma fille est née. Donc je l'ai gardée les premiers mois de sa vie jusqu'aux 7 mois je crois. Et la nounou a pris le relais. Et donc moi là je me suis dit j'ai mon salaire qui court. Donc c'est le moment. Il faut que là je fasse ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et donc je vais faire un stage dans un atelier de sérigraphie à Marseille. D'accord. Excuse-moi, je te coupe tout de suite pour dire c'est quoi la sérigraphie ? Parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont pas familiers avec la sérigraphie ou qui en ont une image juste du tampon qu'on va faire sur le tote bag, tu vois. Donc du coup, la sérigraphie, c'est une technique d'impression artisanale qui est quand même assez ancienne, qui est un peu désuète au niveau dans les années 90. Tout le monde ne fait plus ça parce que les imprimantes sont arrivées.
Et seuls les artistes continuent à utiliser cette technique parce que c'est quand même, pour peu de moyens, tu peux imprimer ton livre, ton affiche, tes t-shirts, etc. C'est beaucoup resté dans la culture punk, underground, pour que les groupes puissent imprimer leur merch quand ils partaient en tournée. Donc c'est quelque chose que moi je connaissais, que je savais que ça existait, etc. Mais ça m'a pris. Il y avait quelqu'un qui faisait de la sérigraphie sur Avignon. Et au début, je faisais faire mes affiches par cette personne-là, qui est un artiste qui s'appelle Ernest, R-N-S-T. Et je donc décide de voir un peu plus loin et d'aller faire un atelier de sérigraphie, enfin un stage de sérigraphie au Dernier Cri à Marseille. Et donc j'arrive là-bas. Je pense qu'il y a énormément de chance dans la passion pour pouvoir y arriver. Et donc là, on va arriver sur le premier truc. Facteur chance. Ouais. J'arrive au Dernier Cri, donc l'atelier de Paquito Bolino, grande figure de la sérigraphie française, underground. Et là, il est en plein montage d'une exposition sur le Japon, avec tout un tas d'imbéciles japonais qui dessinent des trucs de malades mentaux. Quand je dis imbécile, c'est de manière très gentille. Je me considère comme un imbécile qui fait des dessins. Oui, on a compris avec tes amis crétins tout à l'heure. C'est ça. C'est ton langage de l'amour. C'est ça. Les insultes. Ouais. On imprime leurs images et ils arrivent. Il y a 14 Japonais qui arrivent directement de Tokyo pour monter l'expo. Et donc là, je rencontre plein de gens. On part à 7 au Miam monter leur expo aussi. Le Miam, du coup Le Musée international des arts modestes à 7. Et donc on reste une semaine là-bas. C'est moi qui gère un petit groupe de Japonais et de Japonaises. Donc je les réveille le matin, je leur dis allez on y va, machin. C'était la nounou. J'étais la nounou. Et donc c'était hyper bien. Et le mois de stage se finit et je rentre sur Avignon. Je trouve un local et avec Ernest, deuxième chance, qui m'avait dit moi la sérigraphie ça m'intéresse plus. Si tu veux utiliser mes machines, en faire un petit business, ce que tu veux, tu peux. Seul truc, c'est que quand moi j'ai besoin de tirer mes sérigraphies, c'est toi qui les fais. Et voilà, c'est de l'échange. J'utilisais son matos et moi gratuitement, je lui faisais ses tirages. Et donc ça a commencé comme ça. Ok. C'est quoi qui t'a particulièrement plu dans le procédé de la sérigraphie? Parce que c'est quand même spécifique dans le domaine de l'art. Alors, moi j'ai toujours été ultra attiré par le DIY. Donc le do-it-yourself, voilà. Fais-le toi-même. Et donc là, c'est clairement fais-le toi-même. Ouais. C'est-à-dire que tu peux imprimer tous tes trucs. Du coup, ça résonnait avec toute la musique que je faisais, tous les trucs que j'avais fait, tout l'univers punk dans lequel je traînais et que je traîne encore, tu vois. Tout ça, quoi. Ça résonnait clairement. C'était, bah oui. Effectivement, c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et donc, j'ai fait ça et je me suis perfectionné. J'ai imprimé énormément de monde. Donc, en utilisant les techniques, enfin, les procédés que j'avais vus chez les autres, c'est-à-dire, par exemple, monter une petite maison d'édition. Alors, c'est pareil, hein, comme tout à l'heure, quand on... C'est pas Flammarion. Non, voilà. C'est pas Delcourt, c'est rien du tout, c'est ni Hachette. Quand je dis monter des trucs, pour moi, c'est dans ma tête, ça n'a aucune valeur juridique, ça n'existe pas. Mm-hmm. Mais du coup, je demandais à plein d'artistes que j'adore, je leur disais, ça vous dit, j'imprime votre affiche, je tire 50 exemplaires et je vous en donne 15 et je garde le reste. On les vend de notre côté et puis voilà. Et en fait, pour moi, c'est ça, une maison d'édition, tu vois. Mm. Et donc, ça m'a permis de me... perfectionner, tu vois, d'imprimer des images qui n'étaient pas les miennes. Donc, du coup, c'était d'autres techniques, d'autres trucs. Et donc, voilà. C'est intéressant et c'est quand même très compliqué, on le sait aujourd'hui ou même à l'époque, de vivre de son art. Et à quel moment t'es parvenu, toi, à dégager un salaire, en fait, de ce métier? Alors, ça dépend de la taille du salaire, quoi. Parce que si tu gagnes 10 euros par mois, c'est un salaire. Mais ouais, je dirais confortable pour vivre... pour payer le loyer, on va dire. Alors, troisième facteur de chance. Donc, j'ai commencé la sérigraphie dans cet atelier. Ça devait être début 2015, janvier. Le premier salaire, il arrive pas du tout vite. Et je dois faire mon premier atelier avec les enfants en mars ou un truc comme ça, quoi. Parce que j'ai une très bonne copine qui a une asso d'action culturelle et autres. Et donc, elle me dit, ça te dirait de faire des... Et moi, je dis, ouais, carrément, trop bien. Et donc, je commence à avoir ce petit truc-là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, sur des ateliers? Oui, c'est comme ça. Et donc, du coup, assez vite, je fais plein de petits ateliers.
mais les salaires sont pas là. Alors, il faut savoir on va revenir à ton podcast sur la reconversion pro, où ta pote dit qu'elle a fait un business plan et tout ça. Moi, je n'ai rien fait du tout. Oui, toi, elle, c'est la bonne élève, toi, t'es le mauvais élève. Moi, Non, non. bon. Moi, on me dit, tiens, fais ça. Ah ouais, carrément. Et donc, j'ai jamais fonces fait. tête baisse. Ouais, tête baissée. Et donc, du coup, ouais, des ateliers, un peu des trucs de graphiste. Et après, je commence un peu à avoir des gens qui viennent me voir pour faire des tirages, parce que j'étais le seul à faire de la sérigraphie. Donc, je commence à faire des tirages pour les autres. Je commence à me faire connaître en faisant des petits salons de micro-édition. Donc, les salons de micro-édition, c'est des salons de créateurs où il y a un tas de crétins qui se mettent avec des tables et qui vendent leurs dessins. Et tout le monde est punk, tout le monde fait des prix libres et tout le monde repart avec beaucoup plus de livres qu'il en a amené. et donc voilà, je commence à faire pas mal ça, à rencontrer pas mal de monde. Le réseau du Dernier Cri, du coup, je commence avec tous les gens de Marseille et tout ça. Puis petit à petit, les gens commencent à me connaître et tout. Et on va dire que ça marche depuis 2019. Ok. Donc de 2015 à 2019, je pense que j'ai vécu avec moins de 1000 balles par mois. Et j'ai eu encore, je sais plus combien de coups de chance on était, 3e, 4e. Ouais, il y en a eu quelques-uns sur le parcours. Après, moi, je suis vraiment le genre de personne qui dit que la chance, on l'attire aussi. Donc, ouais, peut-être. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Mais bon, on se sépare avec la maman de ma fille et j'en parle avec Paquito Bolino, du coup, et j'ai dit on n'est plus ensemble, etc. Et il me prend sous son aile direct. Et il me dit je te fais un contrat et machin. Et j'arrive au Dernier Cri en tant que sérigraphe pendant 1 an et demi. Donc je faisais des allers-retours Avignon-Marseille, lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, vendredi, j'allais à mon atelier à moi. Et des fois, j'avais des ateliers à l'extérieur avec des gamins ou des trucs comme ça. Et donc voilà, je vivote comme ça. Ouais, c'est pas simple en fait finalement. Ce qu'on retient, c'est que se dégager un salaire, ça prend du temps. Ça prend du temps, énormément d'énergie. Il faut absolument rien lâcher, quoi. Si tu baisses les bras, c'est mort. Alors c'est dur, hein. Moi je pense que c'est une chance que j'ai eu ma fille qu'une semaine sur 2, une chance de plus être en couple. Je pense que c'est arrivé au bon moment. En vrai, hein, mais parce que du coup, ça me permettait d'avoir des semaines sans horaire où je pouvais faire tout ce que... Oui, ça te libère du temps, en fait, concrètement. Je pouvais faire 8h minuit sans me soucier de savoir s'il y avait des trucs à gérer. Et puis les semaines d'après où c'était plus ordonné, c'est toujours ce qui se passe maintenant, quoi. Ouais, tu t'organises en fait de sorte à ce que mais il faut rien lâcher, quoi. Ouais, voilà, c'est ça en fait qu'il faut retenir, c'est quand on a envie de le faire, faut s'accrocher et c'est pas facile et il faut tenir. Mais après c'est facile à dire, hein. C'est toujours plus facile à dire. Tout, mais c'est comme ça que ceux qui y ont cru, ils sont arrivés. Ouais. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on pense qu'à ceux qui n'y arrivent pas, il y en a quand même qui arrivent. Et après, je pense aussi, je me demandais là, avant de venir, qu'est-ce que c'est la passion, tu vois ? Est-ce que finalement, est-ce que je fais ma passion, moi, finalement ? Parce que moi, je fais un boulot, suis créé un boulot, je dessine. Là, en ce moment, je suis en résidence au Totem, je fais un grand monstre en carton. Tu vois, je suis payé pour faire un grand monstre en carton. C'est marrant, quoi. Du coup, quand c'est ta passion, tu te fais d'autres passions. Tu vois, moi, je dirais que je vivrais de ma passion si j'étais basketteur, par exemple. Ouais. Parce que c'est clairement ma passion. Mais... Oui, c'est vrai. Et finalement, tu te trouves d'autres trucs. Oui, parce que, soyons clairs, ma passion, voilà, c'est sûr, c'est d'être une danseuse étoile. Bon, j'ai jamais fait de danse classique, j'ai 35 ans. Bon, soyons clairs, il y a des passions plus accessibles que d'autres. Je me doute qu'il y a passion et passion. Et puis, je pense pas qu'il y ait passion au singulier non plus. T'es pas obligé d'aimer qu'une seule chose à la folie. Et des fois, tu peux être passionné sans forcément que ce soit une passion unique. Mais en tout cas, j'ai la chance depuis 2019 de vivre de mon dessin et de la sérigraphie et de tout. En fait, pour revenir au podcast que j'ai écouté hier, du coup, où ta pote fait du yoga, du coup, là, il n'y a qu'une activité, tu vois. Oui. Moi, j'ai tellement ouvert. Alors moi, j'ai toujours aimé faire plein de choses. Alors l'expression couteau suisse, tu vois, mais je peux faire tout ce qui traite de l'art. J'ai peut-être une compétence où je vais me dire, bah oui, si, je peux faire cet atelier-là, je peux faire ce truc-là et tout ça. Oui, tu laisses une fenêtre ouverte sur plein de possibilités, plein d'opportunités. Ouais, et donc du coup, en fait, mon boulot, ça va être d'être illustrateur. Donc je vais avoir des commandes d'illustration. Je vais donner des cours de sérigraphie. Donc, il y a des cours de sérigraphie qui se trouvent à l'Éveilleur. Anciennement Turbo Format. Voilà. Je
peux faire des ateliers à l'extérieur. Donc, comme je fais là cette semaine ou au Totem ou avec les enfants, on travaille sur les affiches des spectacles qu'on va voir. Je peux faire des fresques. Je fais des ateliers en prison. J'ai été prof aux Beaux-Arts en sérigraphie. Oui, tu peux faire Je plein peux de faire plein de choses en trucs. fait. En fait, j'ai C'est infini et tellement puis tu es ouvert à en faire d'autres. Et puis, voilà. Si j'avais voulu faire que mon dessin ou si j'avais que mon dessin dans ma poche, dans mon couteau et avec une lame, je pense que je serais encore en train de galérer. Oui, c'est un peu ce que tu cherches, c'est de pouvoir toucher à tout, de pouvoir te... Voilà, c'est ce que toi tu recherches. En fait, on a tous des attentes différentes du milieu professionnel ou de ce qu'on aime faire, etc. Et toi, tu as besoin d'être actif et de faire plein de choses différentes pour rester animé. Bah oui. Et puis dans ma façon de faire, j'ai 5 minutes d'attention, donc il faut toujours que je fasse d'autres trucs, quoi. D'accord. Okay. Par exemple, dessiner, pour moi, c'est un calvaire. Ouais, ça demande de rester attentif et c'est trop long, il te faut quelque chose, voilà. Ouais, alors je dessine devant des séries. Ouais. J'ai beaucoup dessiné devant Game of Thrones. Et la saison 3, je l'ai vue en entier, mais je ne la connais pas. Ouais, non, je comprends. Des fois, il y a des gens qui mouraient dans la série. J'étais là, spoiler alert. Non, mais je savais même pas qui c'était. J'étais là, ah oui, ok, d'accord. Je comprends. Donc, il faut toujours que je fasse un truc. Et je dessine 5 minutes, je fais un autre truc, je reviens. Et je sais aussi que tu as beaucoup voyagé grâce à ton art. Je me demandais justement ce que tu retiens de ces expériences. Beaucoup de rencontres, beaucoup de livres qui en sont sortis de toutes ces rencontres. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir pour dessiner avec les gens. J'aime pas... Quand on me demande de venir en résidence dans un endroit, je déteste quand il se passe rien. Mm-hmm. Les premiers jours, t'es là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On fait rien. Et donc, ça commence à se mettre en place, etc. Il y a eu 2-3 résidences où j'étais là, putain, c'est horrible. Mais plein d'autres trucs. Le Japon, ça a été génial. J'ai rencontré plein de gens, on a dessiné, on a fait plein de trucs. J'ai sorti un bouquin qui a été, pas primé, mais qui a été dans la sélection officielle de Angoulême 2019. Oh, waouh, sympa quand même. Sympa quand même, oui. Dit-elle. Non, mais il faut les prendre aussi, les plus, oui. tu vois, donc c'est bien de le dire. Après, donc cette expo du Japon, elle a tourné aussi à Taïwan. Après, elle est allée à Berlin. Après, elle est allée à Barcelone. Je suis allé aussi en Lituanie, en résidence, en Slovaquie 2 fois. La dernière, là, c'était Göteborg, en Suède, en plein mois de décembre. Du coup... Il faisait froid. Il faisait froid, mais pas si froid. Ah, pas tant. Ouais, alors là c'était pour une expo et voilà, c'est la rencontre de plein de monde et la rencontre de tous les crétins qui font de la sérigraphie européenne. Et donc c'est génial de rencontrer tout plein de gens qui... Je précise parce que comme on n'est pas filmé, quand t'as dit crétin, tu m'as fait des guillemets. Donc c'est vrai que comme on est sur de la sono, des fois on se sent obligé de tout dire. Non, je dis crétin parce que c'est un peu... Alors, c'est pas le complexe de l'imposteur, parce que je l'ai pas, et comme l'a dit ta pote hier, c'est vrai que c'est un truc un peu féminin. C'est dommage que les filles se sentent impostrices, alors qu'on a tous clairement l'espace chacun pour montrer ce qu'on fait, et il n'y a pas vraiment d'imposteur en fait. Mais voilà, mais je dis crétin parce que j'ai vraiment l'impression des fois de faire des trucs d'enfant, quoi. De pas des fois je me dis ce que quelqu'un pourrait dire en disant tu fais que dessiner, c'est que dessiner ton travail. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais alors qu'en fait mais en fait je suis internationalement connu tout à fait. Et puis ça te fait juste plaisir de faire ce que tu fais, et ça n'a pas de prix. C'est cool. Je suis bien placée pour le savoir. Et donc j'aimerais bien finir ce podcast sur une question qui va te faire bugger, je le sens d'avance. Mais c'est quoi ton rêve absolu artistiquement parlant? Genre, qu'est-ce que t'as pas encore abouti, mais que tu rêverais de faire ou d'obtenir, où aller, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'inspire? La suite, quoi. Ben ça, je sais pas. Tu vois? Je savais qu'elle allait te faire bugger, celle-là. Et en même temps, elle ferait bugger n'importe qui parce que c'est compliqué. Non, en vrai, continuer comme ça, là, c'est tellement immatériel. Enfin, c'est arrivé un peu comme ça. J'ai un peu l'impression que du jour au lendemain, je me suis dit, ça a commencé à faire ce truc. Qu'il y a un peu ce truc, que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Ouais. Surtout avec la conjoncture actuelle.
et la politique qu'on est en train d'avoir. Dès qu'on cite le mot politique, on parle tout de suite un petit peu avec la voix grave. Voilà, c'est marrant, on a tous tendance à le faire. C'est vrai que je bosse beaucoup avec des gens qui sont dans la culture, par exemple. J'ai pas mal de trucs avec les centres sociaux, avec ceci, cela, etc. Et c'est vrai que je suis dépendant de ces trucs-là. Et puis même, je suis dépendant quand un artiste vient me voir et qui veut imprimer son image. Il faut que cet artiste il puisse la vendre derrière. Si au bout d'un moment, plus personne vend de trucs, personne viendra me dire je peux imprimer mon image. Et oui. Il y a des objectifs à atteindre. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Donc, est-ce que tu as l'impression d'avoir quand même un sentiment de reconnaissance vis-à-vis de ton art, de ce que tu fais, du fait, voilà, regarde, tu me disais, j'ai été primée pour cette exposition justement au Japon, etc. Est-ce que tu arrives quand même à avoir ce sentiment-là de reconnaissance ? Alors, spoiler alerte, je ne suis pas Beyoncé, mais oui, j'ai un peu de reconnaissance, je dois le dire, sans mauvaise, je sais pas quoi. Non, mais en toute humilité. Non, mais oui, C'est-à-dire que oui, des fois, on n'ose pas dire, je fais plutôt du beau boulot et on me le dit, et on a le droit, en fait. Non, mais c'est des fois, j'arrive dans des trucs, on me dit, c'est toi Ben Saner. Ah, tu vois. Et du coup, t'es là, oui, mais comment non, j'adore ce que tu fais, tout ça. Ouais, moi je sais que j'aime beaucoup ce que tu fais et c'est vrai que des fois il y a des personnes qui supportent mal le compliment ou qui ont du mal à accepter. Mais comme tu me disais que tu n'as pas le syndrome de l'imposteur, normalement ça devrait le faire. Non, je sais pourquoi les gens viennent me voir. Je pense que je suis bon en sérigraphie. Après, je suis le seul aussi dans le coin. Oui. Donc, t'as le monopole. Ça n'aide pas. Oui, c'est sûr. Mais j'ai quand même ce truc de me dire, ouais, pourquoi moi, alors qu'il y a plein de gens aussi qui le font très bien. Mais non, j'ai vraiment l'opportunité d'avoir du boulot tout le temps, depuis 2019. Je retiens en fait finalement qu'il y a plus ou moins 3 facteurs. Il y a le talent, enfin même 4. Il y a le talent, le travail, le réseau et le facteur chance dont tu m'as parlé plusieurs fois, qui se mélangent et qui font que tu arrives à en vivre. Le facteur à Lyon. Et le facteur de toi et ton ancienne carrière. Excellent ce boulot d'ailleurs. À vélo toute la journée, génial. Ouais, je pense qu'il y a des gens... Des fois, j'imprime pour des gens qui sont quand même assez loin et qui ont entendu que machin, etc. Donc ça, c'est cool. Et puis même après, tu vois, par exemple, fun fact, je suis en train de marcher dans les Alpes et je reçois un message sur Instagram d'un mec que je suivais, un super DJ de Paris, qui me dit « Ah, je veux absolument bosser avec toi, que tu fasses la DA de tout ce que je fais, etc. » Et j'étais en train de faire une randonnée dans les Alpes. Et j'étais là, mais... Okay. Improbable. Ouais, improbable. Et du coup, j'ai fait ses logos, on a sorti au moins 6 pochettes pour les singles de ses artistes sur son label, etc. Lui, il a un vrai label. Et donc, voilà, il y a plein de trucs hallucinants. Ouais. Autre chose aussi, il y a un truc que je voulais dire, et ça, je pense que c'est la chance, mais là, je n'ai jamais eu besoin de démarcher quoi que ce soit. Ah oui, parce que ça, c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Mais vraiment, je n'ai jamais eu besoin de démarcher. J'ai jamais eu besoin de démarcher, mais quand je vois une porte entrouverte, je mets un grand coup de pied dedans. Oui, c'est-à-dire tu saisis les opportunités quand même. C'est-à-dire que, tu vois par exemple, donc Lazy Flow, qui est le DJ dont on parlait, ça s'est passé parce que je lui avais envoyé un DM en lui disant « C'est excellent ce que tu fais et ton Boiler Room, on l'écoute tout le temps à l'atelier. » Et il m'avait répondu et il m'avait suivi. Et c'est juste ça. Oui, des fois, il faut oser en fait. Ouais. Oser par pousser exemple, des portes. Je sais pas, moi, on me dit tiens, tu vois, par exemple, là, je suis allé aux rencontres d'Arles. Je suis allé voir des gens avec qui j'ai travaillé dans des galeries. Je suis allé me représenter, tu vois. Ah, salut, tu vas bien et tout. Et on me dit on a parlé de toi avec une autre galerie, va les voir. Et ça me bloque pas du tout. Donc, du coup, je vais voir et je dis voilà, c'est moi. Vous avez parlé avec la personne. On s'échange les trucs, on bosse ensemble. Ok, d'accord, ben on se revoit en septembre. Il faut absolument pas avoir peur d'aller voir les gens et en fait de prendre les trucs quand ils sont là, quoi. Si tu commences un peu à avoir ah ouais, non, ouais, alors c'est là où il faut avoir confiance en ce que tu fais. Oui. Et en ce que on te dit aussi, tu vois, et de pas se dégonfler et vraiment d'y aller, quoi. Mm. Tu vois, par exemple, j'ai fait des ateliers
en disant oui, clairement, oui, je peux le faire ce truc. J'avais jamais fait. Le bluff. Ouais, le bluff total. Et puis t'arrives et tu dis ouf, c'était un peu chaud quand même. Mais je m'en suis sortie. Mais je m'en suis sorti. Il y en a un où je m'en suis pas sorti. Ah mince. Ouais, c'était mon tout premier atelier t-shirt. On me demande si je sais faire des t-shirts. Je dis ouais, je savais pas faire de t-shirts. J'en ai jamais fait. Je fais les t-shirts et là je passe mon premier coup de racle de t-shirt et mon deuxième et là l'écran il sèche totalement et je peux plus rien faire. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il fallait mettre un additif dans l'encre pour qu'elle ne sèche pas. Mais ça je le savais pas. Mais ça t'a permis de l'apprendre. Voilà, et après, j'ai plus fait la bêtise. En faisant des gaffes qu'on apprend de toute façon. Je te remercie en tout cas d'avoir joué le jeu, d'être venu parler de ton métier, de ton parcours. Et puis, je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. J'espère que cet épisode sera au moins en 6 ou 7 épisodes. Oui, qu'est-ce que tu parles ? Qu'est-ce que tu parles ? Oh, le type. On ne l'arrête plus. Mais non, mais en tout cas, voilà, allez suivre Ben Saner aussi. Je te fais un peu de pub parce que moi, j'aime bien ton travail. Donc, si jamais il y a certaines personnes qui veulent voir ce que tu fais. Il n'y a pas les sauces piquantes. J'ai la bouche qui pique, en tout cas, ça, c'est sûr. Je pense. Oreilles. Voilà, les oreilles. Mes oreilles piquent plus, surtout, oui. Donc, voilà, il est temps de dire au revoir et à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ces témoignages. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et recommander. Si vous souhaitez proposer un sujet ou témoigner d'un sujet que vous estimez sous-coté, contactez-moi sur le blog, Instagram ou sur @gmail.com. Je compte sur vos encouragements. À bientôt. À la prochaine.